Bonjour à tous. C'est bon? Vous avez mon écran? Bonjour les enfants, bonjour. Bonjour, madame. Bon. Ça y est, vous avez tous mon écran? Moi, non. Moi, Oui. je visualise l'écran avec mon portable, donc normalement, vous êtes censé avoir mon écran. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. On va commencer. C'est bon à tous? C'est bon pour tout le monde? Allez, on Oui, commence. madame. Allez, on va commencer le cours. Là. Donc, le présent chapitre, c'est les veines. On a finalisé le cours sur les artères. On a vu d'abord la paroi cardiaque dans sa totalité, après les généralités, bien sûr. On a fait le cours sur les artères, le détail structural des artères et leur ramification. On est parvenu à la notion, à la naissance des sphincters capillaires via les ramifications terminales des artérioles terminales. Ensuite, on est rentré dans le domaine capillaire, les réseaux capillaires. En fait, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais le réseau capillaire, il y a dans certains documents, on l'appelle le lit capillaire. C'est exactement la même chose. C'est le domaine où se trouve l'ensemble des capillaires qui forment un réseau capillaire qu'on appelle un lit capillaire. Du côté, la partie qui se trouve du côté de la vénule, on l'appelle aussi lit veineux. Et la partie qui se trouve, lit LIT, hein, la partie qui se trouve du côté de l'artériole, on peut l'appeler lit artériel, mais en histologie, on emploie beaucoup plus, très communément, on emploie beaucoup plus la terminologie réseau capillaire. Mais par contre, en physiologie et dans d'autres domaines, cette terminologie lit capillaire signifie tout simplement le domaine qui est occupé, la zone où se trouve, la région où se trouve le réseau capillaire. Le côté veineux, c'est le lit veineux. Côté donc post-capillaire, c'est le lit veineux. Côté précapillaire, du côté de l'artériole, on l'appelle le lit artériel. Juste une petite information supplémentaire, si vous trouvez ce terme quelque part, ça signifie exactement la même chose. Donc le domaine veineux, on a vu dans les généralités, d'ailleurs on a suivi le cheminement de la circulation générale, donc aorte, arbre artériel, ramification de l'arbre artériel, plus on s'éloigne de l'étage cardiaque du cœur, des alentours du voisinage du cœur, plus on s'éloigne, plus l'arbre artériel se ramifie et le diamètre des vaisseaux artériels ou artériolaires, ça dépend de leur localisation, topographie par rapport au cœur. Donc, il y a une infinité d'artérioles avec un diamètre de plus en plus petit, plus on s'éloigne de l'étage cardiaque. Et quand on va arriver au niveau des tissus et des organes, le lieu se trouve où vont naître les réseaux capillaires, lieu des échanges gazeux et métaboliques. Donc, les réseaux capillaires, en fait, c'est un réseau de micro-vaisseaux spécifiques où ont lieu les échanges et en même temps, le lieu, ce réseau, structurellement parlant, c'est le système vasculaire qui permet de fermer la boucle de la circulation sanguine. Donc, c'est le réseau capillaire qui établit la corrélation, la connexion entre le système artériel et le système veineux. Ça, normalement, vous l'avez compris. Donc, en sortant, donc, on va faire le chemin inverse cette fois-ci, du chemin qui a été effectué par le système artériel, c'est-à-dire quoi? On va revenir vers l'étage cardiaque via un deuxième système vasculaire spécifique aussi, qu'on appelle le système veineux ou bien les veines en gros. Et les veines, elles vont naître du lit capillaire du côté veineux, donc post-capillaire qu'on appellera le lit veineux si vous voulez, hein, ce côté-là, et ça va grossir. Cette fois-ci, c'est le contraire. Au fur et à mesure qu'on avance, qu'on va venir donc collecter le sang métabolique et le CO2 des tissus et organes, on va revenir vers l'étage cardiaque. Et au fur et à mesure qu'on va revenir, les petites ramifications, les petits vaisseaux postcapillaires vénules vont grossir en veines petites, vénules petites, vénules moyennes. Ensuite, on va atteindre les vénules tout court, les vénules avec un diamètre avec l'artériole correspondante.
Ensuite, on va encore remonter vers l'étage cardiaque tout en donnant naissance à de moyennes veines, ensuite de grosses veines et pour atteindre le diamètre des veines les plus grosses de notre corps, c'est-à-dire les veines caves inférieures et les veines caves supérieures. Là, c'est au niveau de l'étage cardiaque qui, elles, vont déverser le sang veineux, et bien sûr, même le sang capillaire, le système capillaire, les grands troncs capillaires vont déverser la lymphe aussi dans ces vaisseaux, ces grosses veines, cave inférieure et veines cave supérieure, pour donc le déverser dans le cœur droit, plus précisément dans l'oreillette droite, ensuite le ventricule droit, ainsi de suite pour le cheminement du sang, petite circulation pulmonaire pour réoxygéner le sang. Ensuite, circulation systémique ou bien générale au niveau du cœur gauche, distribution de ce sang vers l'aorte et ses ramifications, ainsi de suite. Et la boucle, elle se continue de façon continue, ce cheminement, ce cercle, cette boucle, elle ne s'arrête jamais jusqu'à la mort de l'individu. OK? Donc, en ce qui concerne le système veineux, les veines, ce sont les vaisseaux qui ramènent le sang des organes et des tissus vers le cœur. Ces veines, ces vaisseaux, le système vasculaire va véhiculer du sang à faible pression. Parce qu'à forte pression, c'est les artères et les artérioles, parce qu'il y a la pression artérielle qui règne au niveau des artères pour distribuer ce sang. Et là, pour récupérer les déchets de ce métabolisme et des échanges gazeux, le sang va remonter, va revenir, il peut descendre aussi des veines crâniennes, intracrâniennes par exemple, ou bien jugulaires, du cou, des membres supérieurs. Donc, mais ce sang, il aura une vitesse, une pression plus faible que celle, c'est des tests, c'est de la physiologie, mais il faut le savoir que ces vaisseaux, eux, ils véhiculent un sang qui a une faible pression et une vitesse qui est relativement réduite comparativement à la vitesse du sang artériel et comparativement à la pression qui règne au niveau du système artériel. Cela, normalement, est vu. Mais nous, ce qui nous intéresse en histologie, ce n'est pas ce détail de la qualité de ce sang ou autre, mais c'est la nature histologique structurale de ces vaisseaux, ces conduits vasculaires qui vont véhiculer ce sang et on va les comparer à la paroi des artères correspondantes. C'est-à-dire, si je parle d'une vénule, je vais la comparer à l'artériole. Si je parle d'une veine moyenne, je vais la comparer c'est-à-dire au niveau de chaque organe, de chaque tissu, de chaque structure, on a une artériole et la vénule qui lui correspond. On a une veine et une artère correspondante. Donc, c'est dans ce sens qu'on peut faire une étude comparative entre la structure, ces deux types de vaisseaux, artériel et veineux. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Vous comprenez ce que je racontais hier? Oui, madame. Oui. Très bien. Oui. Donc, on vous dit que ce sont des vaisseaux, les veines, ce sont des vaisseaux réservoirs. Voilà, ils ont une grande capacité. Et ces vaisseaux, ils vont naître du lit capillaire et ils vont par les veines postcapillaires et remonter vers le cœur. Il y a une notion à savoir, c'est que toujours, quelle que soit la veine ou la vénule ou la grosse veine ou la petite veine, si on la compare à l'artère qui lui correspond, elle présente toujours un calibre supérieur à celui de l'artère ou de l'artériole qui lui correspond. Et autre chose, la lumière d'une veine est toujours plus grosse, plus large que celle de l'artère qui lui correspond. Autre chose, la lumière d'une veine est toujours irrégulière comparativement à l'artère correspondante. Plutôt la lumière d'une artère, parce que les artères en général, c'est des vaisseaux de résistance pour la plupart, les artères de gros calibre, de moyen calibre, même les artérioles. Donc là, la lumière, elle est assez régulière, elle est bien régulière, parce que c'est une paroi assez résistante et assez épaisse. Et dans la comparaison aussi de la paroi du système veineux et du système artériel, quand je prends une veine, que je la compare à une artère, toujours, l'artère est plus épaisse que la veine. Cela signifie que les veines sont plus minces que les artères. Une seconde, je reviens, une seconde. Hein. D'accord?
Je suis de retour. C'est bon? Donc, je disais que quand on va faire une étude comparative entre un vaisseau artériel et un vaisseau veineux, donc une veine et une artère ou une artériole et une veinule, toujours, en ce qui concerne le calibre de la veine, il est toujours supérieur à celui de l'artère qui lui correspond. Concernant le calibre, donc, et concernant la lumière, elle est toujours plus large, et concernant la paroi, elle est plus fine que celle de l'artère correspondante. C'est la structure, c'est structural, et c'est un fait. D'accord? Et bien sûr, il y a une explication pour ça. Ça va? Je continue? Bon, ça, c'est dans le cadre des généralités, et je vais revenir à tous les détails tout de suite. Regardez ici, c'est un petit schéma récapitulatif qui explicite très clairement la naissance du réseau capillaire, c'est-à-dire cette boucle qui établit la corrélation et la connexion entre le système artériel et le système veineux. Donc, naissance du système veineux via les capillaires, les vaisseaux post-capillaires. Donc, c'est la vénule ici. Et là, la finalité, la naissance du système capillaire, du réseau capillaire par le biais des artérioles terminales et leurs ramifications. Donc, et là, en général, il y a un sphincter précapillaire qui précède le réseau et qui se trouve toujours dans le capillaire pour réguler localement la circulation qui règne au niveau du réseau capillaire. D'accord? Ça va? Regardez ici une petite représentation schématique de l'artériole. Regardez l'artériole. Regardez son diamètre comparativement à celui de la vénule qui lui correspond, la vénule correspondante. Regardez la structure, l'épaisseur. L'artériole présente une paroi plus épaisse que celle de la vénule. Et puis, regardez la régularité de la lumière. Cette lumière, elle est plus régulière que celle de la vénule qui lui correspond. OK? D'accord? Allez, regardez ici, c'est une représentation schématique aussi. Regardez, on a réalisé une coupe transversale au niveau de deux vaisseaux, donc une vénule et une artériole correspondantes. Regardez l'artériole, sa lumière, elle est régulière. Regardez la lumière veineuse qui est pratiquement irrégulière. Pardon. Et elle est beaucoup plus large que celle de la lumière artériolaire. Regardez l'épaisseur de cette artériole et l'épaisseur de cette vénule. La paroi, elle est déformable, irrégulière. Celle-ci, elle est plutôt résistante. Paroi épaisse, résistante et délimitée par, en général, dans une artériole de gros calibre, elle présente la limitante élastique interne et la limitante élastique externe, qui fait la résistance aussi de cette paroi. Rajoutez à cela l'adventice qui présente un réseau de fibres de collagène qui augmente la résistance de la paroi artériolaire. Ça va, Yaresh? Je continue? Oui. Répondez, s'il vous plaît, quand je vous pose la question. Comme ça, je saurai comment avancer. Oui, madame. Oui, madame, oui. Collectif. Voilà, il faut que ce soit un mi-collectif parce que je ne vous vois pas, donc c'est un peu délicat. Allez, je continue. Regardez ici, c'est une microphotographie qui a été réalisée, une coupe transversale qui a été réalisée en microphotographie. Ici, là, la lumière de l'artériole, voici la lumière de la vénule. En fait, à mon avis, au niveau de cette image, l'artériole correspondante, elle est quelque part en haut. Mais bon, regardez la régularité de la lumière, l'épaisseur de la paroi comparativement à celle de la vénule, et cette vénule qui a une paroi, une lumière irrégulière, déformable, comparativement à l'artériole qui présente une lumière bien régulière et assez résistante. Voilà, regardez ici aussi, c'est des microphotographies. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est du sang. Hein. Là, c'est des images, c'est des photos qui ont été effectuées au niveau, bien sûr, après coloration différentielle, au niveau du groupe transversal qui a été réalisé in vivo, bien sûr, ensuite coloré. C'est une microphotographie. C'est comme de la microscopie optique. C'est comme si on faisait un TP d'histologie. Voici l'artériole et la vénule correspondante. Là, vous n'aurez aucun mal à distinguer l'artériole de
l'artériole de la vénule qui lui correspond. N'est-ce pas? Voilà une autre image, notre microphotographie avec le sang, l'artériole, une vénule musculaire, une artériole, l'épaisseur de la paroi, la lumière ici. Voilà, c'est bon? Allez, on va rentrer dans le détail structural de tous les segments veineux. Donc, on va donner d'abord la structure générale d'une veine en général. Ensuite, on va voir les différents types. Après, on va voir les différents types de veines en fonction de leur topographie par rapport au cœur, en fonction de leur structure histologique, en fonction de leur rôle physiologique. Donc, en gros, on va faire une observation en microscopie optique d'une paroi veineuse et il va s'avérer D'accord. Donc, je disais que la paroi veineuse était faite, tout comme la paroi artérielle, de 3 tuniques. Des 3 tuniques qu'on connaît l'intima, la médiane, l'adventice. Désolée pour l'interruption. Donc, je disais qu'on va faire l'étude de la structure générale d'une veine en général. Ensuite, on va voir les cas particuliers de veine en fonction de plusieurs critères de classification. Le plus important, c'est le critère structure histologique. Ensuite, on va voir aussi une petite classification qui a un rapport avec surtout la topographie, le diamètre. Déjà, le diamètre de la veine, une petite veine, c'est la vénule, la moyenne veine, c'est la veine, et la grosse veine, c'est la grosse veine. Donc là, c'est la structure histologique qui diffère. On va voir ces détails. On a aussi une classification qui se base sur la topographie de la veine par rapport au cœur. Elle est identique à celle qui se base sur la structure parce que plus la veine est éloignée du cœur, ça veut dire que sa structure, elle est plus simple et plus elle va avancer vers le cœur, vers l'étage cardiaque, on aura les plus grosses veines de notre corps, donc les veines les plus complexes, avec une structure plus complexe. Elles sont plus structurées que les vénules qui ont une structure plus simple. Aussi, le critère physiologique fonctionnel, on aura à voir 2 grands groupes de veines, ce qu'on appelle les veines réceptives et les veines propulsives. Donc, c'est en fonction de leur rôle physiologique. Et là, vous allez deviner que réceptive, celle qui réceptionne le sang,
En général, c'est les veines supracardiaques qui se trouvent dans l'étage cardiaque. On a les veines, on va voir après qu'il y a les veines fibreuses et les veines élastiques, c'est un détail, on va en parler tout à l'heure. En général, pour les veines réceptives, c'est par rapport à leur localisation dans le corps humain et surtout, c'est le retour du sang par rapport à la pesanteur. On va voir tous ces détails tout à l'heure. Donc, je reviens à ce grand titre, structure générale d'une veine. Donc, examiner en microscopie optique une veine présente les trois tuniques d'une paroi vasculaire que l'on connaît. Donc, qu'il s'agisse d'une artère, d'une veine, d'un vaisseau lymphatique. On a les trois tuniques, sauf au niveau des capillaires, on n'a pas retrouvé cette notion de trois tuniques qui forment la paroi du vaisseau. Donc là, on va retrouver la terminologie intima media adventice. On va voir que l'intima d'une veine, elle est faite toujours d'un endothélium. Et par analogie à ce qu'on a vu pour l'artère, on a, je l'ai déjà dit, on a une onde d'artère. Et l'onde d'artère, c'est quoi? C'est l'intima moins l'endothélium. Voilà. C'est de la terminologie qui est restée. C'est un peu vieux comme terme, mais il y a beaucoup d'ouvrages, même actuellement, qui utilisent ce terme. On vous dit l'endoveine. Vous allez vous dire c'est quoi cette endoveine. Ce n'est pas la totalité de la veine, c'est la couche interne de la veine moins l'endothélium de l'intima. En fait, c'est l'intima moins l'endothélium qu'on appelle l'endoveine. D'accord, Yavesh, je te laisse. Tout comme pour l'onde d'artère, c'est l'intima de l'artère moins l'endothélium, sans l'endothélium. OK? Oui. Très bien. Donc, l'endothélium, il est toujours formé d'une seule couche, d'une seule assise de petites cellules polygonales qui reposent sur une laine basale. Quant à l'endoveine, elle est fine, elle est réduite à une couche sous-endothéliale avec une limitante élastique interne. Mais la limitante élastique interne veineuse compte toujours par comparaison à l'artère qui lui correspond. Par exemple, je vais parler de l'artère pulmonaire, je vais la comparer à la veine pulmonaire. Je vais parler de l'artériole alvéolaire, je vais la comparer à la vénule alvéolaire. Je ne vais pas comparer l'artère pulmonaire à l'artère hépatique parce qu'il n'y aura aucune, il n'y a pas lieu de comparer, c'est deux choses incomparables. Est-ce que vous avez compris? Donc, nous, quand on fait une comparaison, c'est dans le même étage, dans le même site, la localisation, c'est la veine qui correspond, l'artère rénale, c'est la veine rénale, l'artériole rénale, c'est la vénule rénale, ainsi de suite. D'accord? Donc, quand je fais une comparaison, c'est toujours la correspondance, elle doit se faire convenablement. Et la limitante élastique interne des veines, quelle que soit la veine que je prends, elle est toujours moins évidente que celle de l'artère qui lui correspond. Et la couche sous-endothéliale, c'est la couche sous-endothéliale classique, donc elle est faite d'un tissu conjonctif lâche et qui se termine tout simplement, donc quelques fibroblastes, quelques fibres, sans plus, qui est délimitée extérieurement. Donc avant la média, il y a une limitante élastique interne, une lame élastique interne limitante kif-kif, élastique interne, qui existe, mais qui est toujours moins évidente que celle de l'artère qui lui correspond. Quant à la couche moyenne, la média, et cette média, son diamètre, son épaisseur, son calibre va dépendre selon le calibre de la veine. Si c'est une grosse veine, la média, elle sera aussi importante que le diamètre de la média sera important, si c'est une grosse veine. Mais si c'est une petite veine ou vénule, la média, elle sera relativement réduite si la paroi de la vénule est réduite. D'accord? Donc, elle varie suivant le calibre de la veine, mais elle est toujours riche en tissu fibreux avec des fibres élastiques et des fibres musculaires lisses. Donc, on retrouve toujours au niveau de la média d'une veine du tissu fibreux, en même temps des fibres élastiques et quelques fibres musculaires lisses. Voilà. Et la limitante élastique externe, donc cette frontière, cette lame qui dessine la frontière entre la média et l'adventice, qu'on appelle la limitante élastique externe, ou bien la lame élastique externe, elle est peu apparente ou bien carrément inexistante au niveau de la média. Donc cette zone de séparation, elle est très peu apparente chez les grosses veines,
mais dans la majorité des cas, surtout les petites moyennes veines, les petites veines vénules, elle est inexistante, la limitante élastique externe. Quant à l'adventice, vous allez remarquer que quel que soit le vaisseau veineux, elle est assez épaisse. L'adventice, elle est toujours assez épaisse et elle est plus épaisse souvent que la médiane. Et on retrouve au niveau de l'adventice d'une veine plusieurs types de fibres et surtout beaucoup de fibres de collagène qui correspondent carrément à des faisceaux de collagène qui forment de forts trousseaux collagène. Donc, c'est une forte densité en fibres de collagène. Et ces fibres de collagène, elles se localisent longitudinalement par rapport à l'adventice veineuse. Et on retrouve aussi des fibres élastiques. On peut retrouver aussi des fibres musculaires lisses, toujours dans le sens de la longueur. Et bien sûr, l'adventice, elle est richement vascularisée et innervée par des petits vaisseaux nourriciers, les vases vasorum et les nervis vasorum. Voilà, en gros, la structure histologique d'une veine, mais sans préciser quel type de veine, c'est en général. Maintenant, on va voir certaines particularités en commençant par la classification. Donc, pour ce faire, on va établir une classification des veines. Et cette classification se base sur la taille, la structure pariétale, donc la structure histologique, et la localisation, la topographie par rapport au cœur. Est-ce qu'elles sont proches du cœur? Est-ce qu'elles sont éloignées du cœur? Donc, leur localisation par rapport au cœur, c'est ce qu'on appelle la topographie par rapport au cœur, par rapport à l'étage cardiaque. Ça va? Auquel il faut m'orienter, s'il vous plaît. Désolée, docteur, mais j'entends pas bien. C'est cette demande? Oui, madame, c'est OK. Vous êtes tous là? Est-ce que vous êtes tous là? Oui. Oui. Vous n'êtes pas nombreux? Oui. 84. Comment? 84 personnes. Est-ce que c'est tout le monde, là, Ibek? Est-ce que c'est tout le monde qui n'a pas reçu ce que j'ai dit? Vous avez entendu ce que j'ai raconté? Oui, ça va, on arrive à... À mon niveau, il n'y a pas eu de problème à mon niveau. Je continue alors. Oui, il n'y a pas un problème. Ok. Oui, Je continue. personnellement, oui. Nazim, tu es là? Qui s'occupe de l'enregistrement de la visioconférence? Ok. Bonjour, ma fille. Il n'y a pas de souci. Que vous avez pu enregistrer sans problème. Donc, vous me recevez 5 sur 5, c'est ça? Il faut m'orienter, s'il vous plaît. D'accord? Quand je pose la question, il faut me guider. Parce que là, je me perds quand vous ne répondez pas. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois réexpliquer ou bien continuer? OK? D'accord, ma fille? Donc, s'il vous plaît. Oh, très bien. Donc, vous me guidez. Quand je pose la question, vous me guidez. Comme ça, je saurai est-ce que je dois réexpliquer ou bien continuer l'explication. OK? Merci. Allez, on continue. Donc, je continue. Je continue. Ça va, vous Oui, avez madame. Oui, madame. Oui. Très bien. Allez, donc là, on a dit que la classification des veines donc, se fait en fonction de leur taille, en fonction de leur structure pariétale et leur position, donc leur localisation par rapport au cœur, à l'étage cardiaque. Donc le premier critère selon la taille, on va distinguer bien sûr dans l'ordre chronologique le retour. Donc on parle des plus petits vaisseaux veineux, puisque les veines, on est revenu du lit capillaire. Donc là, on a les vénules et on va remonter vers les veines caves inférieures et supérieures au niveau de l'étage cardiaque. On va remonter, bien redescendre. Ça dépend où se situe la veine. C'est au niveau de l'étage supracardiaque ou infracardiaque. Infracardiaque, c'est-à-dire au-dessus du cœur. Supracardiaque, ça veut dire au-dessus du cœur. D'accord? D'accord? Oui.
bien. Donc, les vénules, on va voir les vénules, c'est des segments qui réunissent le réseau capillaire aux veines. Ça, c'est vu. Leur diamètre est inférieur à 1 mm, tout comme celui des artérioles, qui est en général compris, il ne dépasse pas le 1,2 mm pour les artérioles. Cette paroi vénulaire, donc pour la veine, on dit veineuse. Pour la vénule, on dit vénulaire. D'accord? Cette paroi vénulaire, et pour les artérioles, on dit la paroi artériolaire. Pour les artères, on dit la paroi artérielle. D'accord? C'est du français, mais en histologie, ça a une signification importante. Si je dis paroi artérielle, c'est celle d'une artère. Si je dis paroi artériolaire, c'est celle de l'artériole. Idem pour les veines. Si je dis paroi veineuse, c'est la paroi d'une veine. Si je dis paroi vénulaire, c'est la paroi d'une vénule. D'accord? OK. Je ne sais pas, est-ce que je ne vous reçois pas? Non, vous ne répondez pas. Je continue. Donc, la paroi Madame, tu d'une peux vénule, continuer. elle est fine. D'accord. Donc, la paroi d'une vénule, elle est fine. Ça, on l'a vu, puisqu'elle naît du capillaire, du post-capillaire, donc elle ne peut être que fine. Elle est d'abord proche de celle des capillaires, c'est normal. Elle va comporter uniquement donc la vénule, puisque le capillaire, déjà, c'était un endothélium avec peut-être une lame basale ou autre. Donc, d'abord, la vénule, elle va présenter un endothélium avec une petite couche qui va entourer cet endothélium, qui est une couche conjonctivo-élastique. Et on vous dit en général, la paroi vénulaire, elle est mal individualisée comparativement à la paroi artériolaire. Ça signifie quoi, cette phrase? Ça signifie que au niveau d'une vénule, au niveau d'une artériole, on parle de l'intima, de la média et de l'adventice. Mais au niveau de la vénule, on a du mal encore, parce qu'elles viennent de naître du vaisseau capillaire, on a du mal à identifier l'intima, de la média et de l'adventice. Parce que la paroi est tellement fine que la notion d'intima, média et adventice n'est pas encore claire au niveau de ce vaisseau. Il faut remonter un petit peu à la veine de petite taille pour pouvoir bien distinguer l'intima, la média et l'adventice. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit la paroi vénulaire. Donc, la paroi d'une vénule, elle est mal individualisée. Donc, si je veux faire une observation en microscopie optique d'une vénule, au niveau de la paroi, je ne vais pas pouvoir distinguer l'intima, la média et l'adventice. Alors qu'au niveau de l'artériole, je distingue très bien les trois tuniques séparément. Mais ce n'est pas le cas de la vénule. Est-ce que ça me chètera? Vous avez saisi? Oui. Oui. Très bien. Très bien. Donc, le deuxième cas, donc c'est en fonction du calibre. Maintenant, je vais remonter. Les vénules, elles vont grossir en veines de moyen calibre. Et ces veines de moyen calibre, regardez, leur diamètre, il est compris entre 1 mm et 9 mm. Là, c'est des veines de moyen calibre. Et on vous dit, elles correspondent à la majorité des veines de distribution. Donc, la plupart des veines de notre corps, c'est des veines de moyen calibre. Parce qu'il faut vraiment arriver à l'étage cardiaque pour avoir affaire à de grosses veines qui dépassent le 1 cm, qui arrivent au 1 cm, parce que qui va dépasser 9 mm, c'est presque 1 cm. Donc là, à leur niveau, on vous dit à leur niveau, la limitante élastique interne apparaît. Donc au niveau des veines de moyen calibre, on va distinguer l'intima, la média, l'adventice. Et par exemple, si je vous dis la paroi d'une veine de moyen calibre, vous n'allez pas me dire le diamètre 1 9 mm, c'est la majorité des veines de distribution, existence de la limitante élastique interne. Vous allez revenir à tout ça, toute la description concernant la structure d'une veine. Ça veut dire que la veine de moyen calibre, elle présente une intima avec un endothélium, une endoveine et une couche sous-endothéliale, une limitante élastique interne qui est moins évidente que celle des artères. Mais là, donc, vous notez l'apparition de cette lame élastique interne. La média, elle est faite de cette composition. Donc, son diamètre varie selon le calibre de la veine. Cette veine, elle est moyenne, mais il y a lieu de noter qu'elle est riche en tissus fibreux, des fibres élastiques et des fibres musculaires lisses. D'accord? Donc, je n'ai pas répété parce que j'ai donné la composition.
générale, la structure histologique générale d'une veine, d'une moyenne, d'une petite, d'une grosse. La vénule, elle est mal individualisée, donc on ne peut pas parler d'une intima média adventice au niveau de la vénule, mais la veine de moyen calibre et de gros calibre, c'est la structure d'une veine, d'accord? D'accord? Oui, oui, d'accord. Concernant les grosses veines, c'est pareil. Donc, leur structure, c'est celle qu'on a décrite, intima, média, endoveine, limitante élastique interne, qui est apparente. Et qu'est-ce qu'on va rajouter aux grosses veines? Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, regardez, leur diamètre peut atteindre 3 centimètres. C'est le cas des veines caves supérieures et des veines caves inférieures au niveau de l'étage cardiaque. Et les 3 tuniques, elles s'épaississent. Donc, on a les 3 tuniques qu'on a décrites et elles commencent à s'épaissir. Qu'est-ce qu'on va noter au niveau donc, des grosses veines? On va bien distinguer la limitante élastique externe. Parce que regardez ici, quand on a parlé en général, on a dit que la limitante élastique externe est peu apparente ou inexistante parce que c'est en général, mais il y a lieu de noter qu'au niveau de la frontière entre la média et l'adventice, dans les grosses veines, on a la naissance. Donc, pour les grosses veines, on note l'apparition du limitante élastique. C'est ce cas de figure où la limitante élastique externe est bien individualisée. Elle est existante et on la distingue nettement en microscopie. D'accord? Dans la description globale, on a dit qu'elle peut exister comme elle peut ne pas exister. Parce que, par exemple, au niveau des veines de moyen calibre, on n'a pas parlé de la limitante élastique externe. Donc, dans ce cas-là, elle n'existe pas. On a parlé d'existence de la limitante élastique interne, qui existe aussi au niveau des grosses veines, bien sûr, mais on n'a pas parlé de la limitante élastique externe. Par contre, au niveau des grosses veines, on a une limitante élastique externe. Ça va y arrêter. Vous avez saisi ce que je veux dire. Oui, madame. Voilà. On rajoute à cela le fait qu'au niveau des grosses veines, au niveau de l'adventice, qui contient tout un. Regardez l'adventice d'une veine en général, des trousseaux collagènes, des fibres élastiques, des fibres musculaires lisses, bien sûr richement vascularisées et innervées par des vasa vasorum et des nervi vasorum. Et on vous note le fait qu'il y a des faisceaux de fibres musculaires au niveau des grosses veines. Là, dans la description des veines en général, on a juste parlé de parfois des fibres musculaires lisses. Mais au niveau des grosses veines, on a carrément des faisceaux de fibres musculaires lisses. OK? Ok, madame. Avec un réseau de fibres élastiques qui s'ajoute à l'adventice d'une grosse veine, c'est-à-dire d'une veine cave inférieure ou bien une veine cave supérieure, et bien sûr au niveau de l'étage cardiaque. Voilà, pour la description de la structure histologique en fonction du calibre, si vous voulez. Donc, le premier critère en fonction de la structure pariétale. Maintenant, on va voir en fonction de la taille. Ici, c'est en fonction de la taille. Après, on va faire une petite remarque, puisqu'on a atteint les grosses veines. Il y a lieu de parler des fameuses valvules veineuses qui se trouvent au niveau de l'étage inférieur du corps, au niveau des membres inférieurs. On a des structures sous forme de replis internes de l'intima qui correspondent à ce qu'on appelle des valvules veineuses. On a vu les valvules cardiaques, hein? On sait qu'elles naissent d'un repli de l'intima. C'est exactement pareil pour les veines de la partie inférieure de notre corps. Et donc, toutes les veines, au fait, de la partie inférieure du corps, des membres inférieurs, dont le diamètre dépasse 2 mm, dans toutes ces veines, il y a apparition de valvules qui sont disposées par paire. Et ces valvules ne sont autres que des replis de l'intima, de la couche interne de la veine, et ces replis vont entraîner quelques fibres musculaires lisses de la média. Voilà. Et elles sont orientées comment? Elles sont orientées dans le sens perpendiculaire à l'axe vasculaire. Je vous ai déjà montré ça. Regardez l'axe vasculaire à terre. C'est l'intima. C'est l'intima. Et ici, on peut rajouter quelques fibres musculaires là-dedans. Voici une paire de valvules
veineuse, dans le sens de l'axe, dans l'axe vasculaire. Faire une microphotographie des valvules veineuses, voilà, qui se présentent par paire. C'est des replis de l'intima. Attendez, j'ai autre chose dans le cours précédent. On a nettement, dans les généralités, je sais qu'il y a une image qui représente très nettement non, pas de valvule. Voilà. Regardez ici. C'est une veine avec l'intima, les cellules endothéliales de l'intima et des replis de l'intima, une paire de valvules dans la lumière vasculaire. Et il y en a beaucoup au niveau des veines dont le diamètre est supérieur à 2 mm. Et c'est caractéristique aux veines de l'étage inférieur de notre corps, c'est-à-dire au membre inférieur. Et ces valvules, quel est le rôle de ces valvules? Quel est le rôle des valvules veineuses? Qu'il n'y ait pas de reflux du sang. Oui, c'est pour parer. Et de le sang à remonter. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est pour pousser le sang, c'est pour empêcher le reflux du sang vers le bas. D'accord? C'est comme des soupapes qui permettent d'aider le sang à remonter vers le haut. OK? Elles sont constituées de replis de l'intima, très bien, de quelques fibres musculaires lisses de la média. Elles sont orientées perpendiculairement à l'axe vasculaire. Elles empêchent le reflux du sang vers le bas. Elles ne sont pas vascularisées puisqu'elles sont à l'intérieur de la lumière vasculaire, donc elles puisent leur oxygène dans le sang veineux. Le sang veineux, il est appauvri en oxygène, mais il n'est pas, il y a de l'oxygène, mais c'est appauvri en oxygène. Donc, il y a de l'oxygène quand même pour pouvoir nourrir ces valvules veineuses. Le deuxième critère de classification, c'est au niveau, on a parlé de la taille, donc les vénules, les veines de moyen calibre, les veines de gros calibre. On a parlé de la notion de valvule. Maintenant, on va voir la classification qui se base sur la structure de la paroi veineuse, sur la nature histologique de la paroi veineuse. Et en fonction de cette nature histologique de la paroi d'une veine, on va pouvoir détecter 3 variétés de veines. Donc, l'analyse de la structure pariétale veineuse d'une veine va nous permettre de retrouver 3 types de veines. On a les veines fibreuses, qu'on appelle veines fibreuses, on va voir de quoi s'agit-il. On a des veines fibroélastiques et on a, c'est le cas de la majorité des veines d'ailleurs, c'est les veines les plus répandues, les veines musculaires qu'on appelle aussi les veines musclées. On va voir de quoi s'agit-il en détail un par un. Donc, en ce qui concerne les veines fibreuses, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Donc, on connaît la structure d'une veine, son intima, sa média, son adventice. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces veines fibreuses? Pourquoi on les a appelées ainsi? Tout simplement parce que ces veines présentent une intima qui a la structure d'une veine ordinaire, tout comme toutes les veines, mais on a remarqué que ces veines présentent un renforcement par une couche conjonctivo-fibreuse de la structure de l'intima. Et elle est assez solide, cette couche conjonctivo-fibreuse qui s'ajoute à l'intima, fait que ces veines sont renforcées par une couche conjonctivo-fibreuse qui est assez dure, donc qui consolide la structure de la paroi veineuse, d'où l'obtention de veines de nature fibreuse. Le seul cas de figure pratiquement dans le corps humain qui répond à ce modèle de veines qu'on appelle les veines fibreuses, c'est bel et bien toutes les veines intracrâniennes. Donc, les veines de nos méninges, de la dure mère, des méninges, donc
les veines intracérébrales, hein, et les veines cérébelleuses, donc du cervelet. Donc les veines du cerveau, les veines du cervelet, les veines des membranes qui enveloppent le système nerveux central, c'est-à-dire des méninges, la dure mère, les méninges, hein, les leptoméninges, l'apimère, l'arachnoïde et l'apimère. Donc toute cette partie-là de veines, ce groupe de veines intracrâniennes sont de nature fibreuse. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi spécialement les veines intracrâniennes qui sont de nature fibreuse? Répète la question. J'ai dit pourquoi spécialement les veines intracrâniennes qui sont de nature fibreuse? Pour la protection, peut-être. Oui, mais comment? Pourquoi c'est spécialement les veines intracrâniennes? Vous voulez faire une petite recherche? On va discuter de ça la séance prochaine. Pour l'électricité. Aucune idée. L'électricité. Pas vraiment. Non, pas vraiment. Vous voulez dire les flux électriques, c'est ça? Parce que l'électricité, il n'y a pas des ampoules, des néons dans le cerveau. Vous voulez dire pour les flux électriques, c'est ça? Les cellules nerveuses. Oui, oui. Mais ce n'est pas spécialement au niveau des cellules nerveuses, hein, dans le tissu nerveux, dans le système nerveux central. C'est les veines qui se trouvent dans le système nerveux central, dans le cervelet, le cerveau, dans les enveloppes qui enveloppent le SNC, le névrax, donc les méninges. Vous voulez réfléchir à cette question et me répondre à la séance prochaine, Inch'Allah? C'est pour vous, c'est bien de vous poser ce genre de questions. Pourquoi spécialement les veines intracrâniennes? Hein? C'est pas pour la protection. On va débattre de ce point-là. Faites une petite recherche. On va débattre de ce point-là, si vous voulez, la séance prochaine. Ok. Ça vous permet de faire un petit travail personnel. Pourquoi pas? OK? Je continue? Oui. Allez, la deuxième catégorie de veines, variété de veines en fonction de la paroi veineuse, on les appelle les veines fibroélastiques. Donc, ce titre signifie ce qu'il signifie qu'il y a de la matière, des fibres et beaucoup plus des fibres élastiques. Et dans ce cas de figure, ces veines, elles ont la structure d'une veine, comme on l'a dit au départ, organisation d'une veine, de la paroi d'une veine, mais elles ont en plus de tout ça une intima qui est renforcée, donc la couche la plus interne, elle est renforcée par des faisceaux collagènes et des lames élastiques. Donc, c'est un renforcement aussi rigoureux, fibreux de l'intima, de la couche interne, plus aussi l'adventice qui, elle aussi, est riche en fibres élastiques, de la nature élastique. Et on note ici, au niveau des veines fibroélastiques, l'existence d'une limitante élastique externe qui est bien visible en microscopie optique. Donc, dans le cas des veines fibroélastiques, on observe nettement la lame ou la limitante élastique externe. OK? Et le cas de figure qui répond à cette description, à cette structure histologique, c'est bel et bien les veines supracardiaques, c'est-à-dire les veines du cou et les veines jugulaires. Et j'aimerais aussi que vous me disiez pourquoi. Faites une petite recherche pour pourquoi les veines fibreuses, on les trouve au niveau des veines intracrâniennes, pourquoi les veines fibroélastiques, on les retrouve beaucoup plus au niveau des veines supracardiaques. Ça va vous permettre de mieux assimiler, ça va rester. Vous allez apprendre beaucoup de choses pour les futurs médecins que vous serez, Inch'Allah. OK? Docteur, je pense pour éviter la dilatation, c'est ça? Si vous voulez, c'est un peu juste, oui. Mais il y a aussi d'autres raisons. D'accord. Correct, hein? C'est correct ce que vous avez dit.
Parce que la paroi d'une veine, elle est relativement fine comparée à celle d'une artère. Donc, c'est un renforcement quand même. Moi, c'est vu. Mais il y a de bonnes raisons aussi. OK. Une explication Madame, scientifique. Voilà, oui. serait-ce pour résister à la pression sanguine, de l'influx sanguin? En quelque sorte, oui, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans le domaine veineux, pas artériel. Hein. D'accord. OK. On est au niveau d'une veine. Faites une petite recherche. Comme ça, donnez-vous un peu de paix. Ça va vous permettre de mieux assimiler le cours et d'apprendre beaucoup de choses pour les futurs médecins. Hein. Je l'ai dit que vous serez. En cardiologie, etc. C'est très intéressant de faire parce que c'est de l'histophysiologie, cette question. Mais pourquoi pas? Vous êtes là pour apprendre et on peut travailler dans un sens où on va former des futurs médecins, pas uniquement des médecins qui vont apprendre par cœur un cours pour l'histologie ou l'examen d'histologie. OK. Je continue, Yeresh? Je D'accord. continue? OK. Donc, la troisième variété de veines, c'est ce qu'on appelle les veines musculaires ou bien les veines musclées. Et ces veines musclées, c'est la plupart du secteur veineux, des veines du secteur veineux qu'on appelle, qui répondent à cette structure histologique. Les veines musculaires, c'est les veines les plus répandues, avec une média, la couche moyenne, qui est riche en fibres musculaires. Et toutefois, on va noter l'existence de deux types de veines musclées. Lesquelles? On a les veines musculaires lisses, celles qui ont une musculature lisse, on les appelle aussi les veines à musculature lisse, les veines musculaires lisses, ou bien les veines à musculature lisse. On les appelle aussi, en anatomie surtout, on dit veines musculées lisses, veines musculées striées, ainsi de suite. Tous ces termes signifient la même chose. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces veines? C'est qu'elles présentent une musculature lisse au niveau de la média. Ce sont les veines les plus répandues aussi, les plus nombreuses, et elles constituent, on vous dit, le secteur le plus étendu du système veineux. Donc, la plupart des veines de notre corps, elles répondent à cette structure histologique, c'est-à-dire ce sont des veines musculaires lisses, pour la plupart. Parce qu'à l'entrée des organes, en général, elles épousent la structure. Dans chaque organe, il y a du muscle pour la consistance de l'organe. Donc, elles épousent la structure de ces organes et en gros, les veines, elles répondent à cet agencement, à cette structure histologique, c'est-à-dire elles sont de nature musculaire lisse. À musculature lisse au niveau de la média. C'est bon? On va vous rajouter le deuxième type de veines, on les appelle les veines musculaires striées. Elles ne sont pas très très répandues, mais celles-ci, elles répondent au fait qu'elles présentent une musculature striée, mais cette musculature striée, c'est au niveau de l'adventice. Donc, même celles-ci, elles ont une musculature lisse au niveau de leur média, mais au niveau de leur adventice, elles présentent des fibres musculaires striées et en plus du fait que ces fibres musculaires striées correspondent à des cardiomyocytes, c'est-à-dire de type myocardique. Et de là découle la topographie de ces veines. Donc, ces veines, on les retrouvera certainement au niveau de l'étage juxtacardiaque. Donc, dans le segment juxtacardiaque, à proximité du cœur, on va voir que les segments terminaux des veines qui se trouvent dans l'étage cardiaque, c'est lesquelles? C'est les veines caves inférieures, les veines caves supérieures, les veines pulmonaires. Voilà, c'est celles-ci qu'on retrouve dans ce segment juxtacardiaque et celles-ci présentent une adventice qui comporte des fibres musculaires striées de nature myocardique, c'est-à-dire des cardiomyocytes au niveau de leur adventice. OK? Mais elles comportent au niveau de leur média des fibres musculaires lisses. D'accord, Ayaresh? C'est important ce que je raconte. Vous avez saisi? Je répète? Oui, non. Qui n'a pas Oui. compris? Ça va pour tout le monde? Voilà, un petit Oui, schéma. ça va. Très bien. Un petit schéma qui représente la structure histologique d'une veine musculaire avec la lumière, l'endothélium, avec l'intima,
qui comportent des fibres élastiques, qui comportent des fibres musculaires lisses, qui comportent du tissu conjonctif, si vous voulez, hein, ordinaire. Ensuite, au niveau de la médiane, nous avons des fibres musculaires lisses, la veine musculaire. Si je ne précise pas, ça veut dire que c'est une veine musculaire lisse. Si je précise, c'est une veine de nature myocardique, donc une veine musculaire striée. D'accord? Et là, la médiane présente des fibres musculaires lisses, donc des léomyocytes. Au niveau de l'adventice, avec tout l'arsenal conjonctif qu'on y trouve, hein, des fibres de collagène parfois, des fibres élastiques, hein, quelques fibres musculaires aussi, mais à noter au niveau d'une veine ordinaire la présence des vasa vasorum et des nervi vasorum. Regardez ici, c'est un vaisseau nourricier, vasa vasorum. À côté là, ici ça, normalement, c'est une artériole. Là, c'est la veinule correspondante, donc c'est les vasa vasorum. On peut avoir une petite représentation, on trouvera un nervi vasorum. Bon, là, ça ne figure pas dans le schéma. D'accord? Donc, c'est très schématique pour une veine musculaire ordinaire. Regardez ici des petits schémas récapitulatifs pour les différents types de veines, structure de la paroi veineuse, coupe transversale en microscopie optique. On a ici une veine musculaire lisse. Avec une média, on trouve des léomyocytes, des fibres musculaires lisses ordinaires, l'endothélium, la membrane basale, l'endoveine pour une veine musculaire ordinaire, des fibres musculaires lisses au niveau de la média, des vaisseaux sanguins nourriciers, voilà, au niveau de l'adventice, de type vasa vasorum. Pour une veine musculaire, musculature striée. Donc là, en plus de tout ce qu'on vient de voir là, on note la présence donc, de fibres musculaires striées de type myocardique. En coupe transversale, on les observe ainsi, au niveau de l'adventice. D'accord? Voilà. Ici, on vous donne très schématiquement une veine fibreuse. Regardez. La veine fibreuse, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle est dotée d'un tissu fibreux. On dit ici un tissu fibreux. Une veine fibroélastique également, avec des fibres, de très nombreuses fibres de type élastique, que ce soit au niveau de l'adventice, que ce soit au niveau de la média. Là, c'est très schématique aussi, c'est une valvule veineuse avec une partie des cellules endothéliales, donc c'est un repli de l'endothélium qui traîne avec elle tous les composants de l'endothélium. Quelques fibres musculaires lisses, et hop, voilà, une valvule veineuse. Ça va? C'est bon? Je continue? Oui, madame. Là, le troisième critère de classification, c'est en fonction de leur position, de leur topographie par rapport au cœur. On va rajouter à cela le rôle et la structure. Donc, ce qui nous permet de retrouver deux grandes catégories de veines. Le premier groupe, on les appelle les veines réceptives. Le deuxième groupe, on les appelle les veines propulsives. Ça, c'est de la physiologie. Les veines réceptives, c'est quoi? Elles correspondent à quel type histologique de veine histologique? Il s'agit, les veines réceptives, c'est les veines supracardiaques. On retrouve au niveau de cette catégorie de veines les veines fibreuses et les veines fibroélastiques. Donc, c'est les veines supracardiaques de l'étage supérieur au cœur. Et on a les veines fibreuses et les veines fibroélastiques. En ce qui concerne les veines propulsives, c'est celles qui assurent le retour du sang contre la pesanteur. Et donc là, c'est la grande majorité, tout le groupe de veines musclées que l'on a vu. Donc, on va donner quelques exemples. Toutes les veines musclées répondent à cette définition. Ce sont des veines propulsives qui vont propulser le sang
qui joue contre la pesanteur. D'accord? Et je vous ai donné quelques exemples de veines musclées parce que les appellations diffèrent, mais ce sont toutes des veines musculaires. On a des veines musclées lisses, on a des veines très musclées, on a des veines à musculature cardiaque, on a des veines qui sont musculaires mais en même temps fibreuses, on les appelle fibromusculaires, mais ce sont toutes des veines musclées et surtout, ce sont des veines propulsives qui assurent le retour du sang contre la pesanteur. Et quelques exemples que je vous ai donnés, on a le premier type, c'est les veines qu'on appelle veines fibromusculaires à prédominance collagène. Il s'agit des veines profondes du bras, on vous dit, donc c'est les veines des bras. On a les veines musculaires. Qu'est-ce qu'on appelle les veines musculaires? C'est les veines musclées des membres inférieurs. D'accord? Les mollets, c'est des veines musclées. On les appelle veines musculaires tout court. C'est les veines des membres inférieurs. On a les veines hypermusculaires et celles-ci, qu'est-ce qu'elles ont? Pourquoi on les appelle ainsi? Parce qu'elles ont une nature histologique. C'est des veines qui ont une nature histologique musculaire, mais dotées, en plus du fait qu'elles sont très musculaires, elles sont dotées de véritables sphincters. Et ces sphincters, donc, on les retrouve, ce type de veines, on les retrouve au niveau des veines sus-hépatiques, au niveau du parenchyme hépatique. On a un autre exemple de veine à musculature, et cette fois-ci, c'est les veines à musculature cardiaque dont on a déjà parlé. C'est toute la gamme de veines du segment juxtacardiaque, les veines caves et les veines pulmonaires, qui ont dans leur adventice, on l'a déjà dit, des fibres musculaires striées, en plus des fibres musculaires lisses, des léomyocytes qu'on trouve au niveau de la médiane. On vous rajoute sous forme de petites remarques, donc une petite notion sur les modalités de nutrition des veines, comment elles s'effectuent, et tout comme dans le cas des artères, c'est exactement la même chose. Les veines qui ont un calibre supérieur à 2 mm donc présentent des vasa vasorum, et ces vasa vasorum, ils sont beaucoup plus nombreux que ceux que chez une artère. Pourquoi? Ne regardez pas dans l'Internet. À votre avis, pourquoi on a plus de vasa vasorum dans la paroi veineuse qu'au niveau de la paroi artérielle? Peut-être parce que le sang déjà qui est dans les artères est déjà a des nutriments. Oui. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Continuez. On va y avoir une diffusion dans les artères. Vous êtes bien parti, Les mais vous artères êtes... sont... Oui, très bien. Oui, j'ai compris. Vous êtes mal exprimé, mais vous êtes arrivé à la réponse. Donc, pourquoi au niveau de l'artère? L'artère, elle véhicule un sang oxygéné. Donc, il y a l'apport du sang oxygéné par imbibition du sang, de la lumière vasculaire. Par contre, au niveau d'une veine, le sang, il est appauvri en oxygène. Donc, la paroi, elle est moins épaisse, mais la paroi, elle est beaucoup plus vascularisée par des vasa vasorum qui permettent la nutrition de la paroi parce qu'il y a moins d'oxygène que dans une artère. D'accord? Voilà. D'accord. Je vais continuer les vaisseaux lymphatiques. Là, on va rentrer parce que pour les vaisseaux lymphatiques, c'est juste une petite comparaison. Ça peut se faire en 10 minutes le cours. D'accord? En fait, la dernière fois, il y a un de vos camarades qui a posé la question sur la circulation. Quand j'ai parlé du corpuscule de Malpighi, il a parlé de la circulation, comment on se fait, je viens de me rappeler maintenant que j'ai parlé de l'oxygène. Est-ce qu'il est là, l'étudiant? Est-ce qu'il est là, votre camarade? C'est lui qui m'a posé la question sur l'oxygène, sur l'oxygénation Oui, du c'est moi. Il est présent? Je suis présente. Comment? Je suis présente. Non, un garçon.
Il m'a C'est posé moi, une madame. question physiologie sur le corpuscule de Malpighi quand j'ai expliqué quand j'ai donné l'explication sur le système porte artériel, artério-artériel. Et il m'a demandé C'est une comment. fille. Non, c'était un Euh, garçon, le deuxième. C'était moi, madame, qui vous avait posé la question. Qu'est-ce que vous avez? Parce que j'ai reçu deux questions à ce sujet-là. Je Et- vous ai demandé par rapport oui, à la nutrition, si c'était bidirectionnel ou unidirectionnel, puis vous m'avez expliqué. vous avez saisi? Oui, Parce que, c'est-à-dire, vous avez employé, je ne voulais pas rentrer dans les détails, mais c'est-à-dire, j'aurais voulu, c'est-à-dire, vous corriger un petit peu parce que vous avez parlé d'une circulation bidirectionnelle, unidirectionnelle. Ça ne se passe pas tout à fait comme ça. C'est une double circulation, si vous voulez. D'accord? Parce qu'au niveau des organes, en fait, on peut avoir une circulation fonctionnelle et une circulation systémique, normale, ordinaire. Donc, on a la circulation nourricière qui apporte des nutriments et de l'oxygène, parce que le réseau vasculaire, il est très large. Après, il peut se scinder en deux types. Donc, il y a la circulation générale qui s'occupe de nourrir, d'alimenter en oxygène et en métabolite le tissu, l'organe lui-même, mais il peut y avoir un réseau vasculaire euh, à côté qui est, lui, fonctionnel. Donc, il va jouer un rôle physiologique. C'est le cas du système artériel au niveau du parenchyme rénal, au niveau du parenchyme nerveux, au niveau hépatique. On a ce qu'on appelle, on peut avoir une artère commune qui va ramener du sang oxygéné. En même temps, elle va avoir un rôle nourricier et fonctionnel. Elle va scinder en deux réseaux. Le réseau nourricier qui va ramener de l'oxygène. Après, on a à côté des ramifications qui, elles, vont tabler sur un rôle physiologique. C'est le cas du système vasculaire, par exemple, hépatique. Au niveau aussi, pour donner après, le système porte-veineux. C'est le cas aussi du réseau porte-rénal. C'est le cas du réseau au niveau du complexe hypothalamo-hypophysaire, ainsi de suite. D'accord? Donc, je ne voulais pas rentrer dans les détails parce que votre question, elle est très, très complexe. Et on peut passer des heures et des heures à expliquer cela. Parce que dans chaque organe, dans chaque tissu, la vascularisation, déjà au niveau des vaisseaux, hein, on sait que les vaisseaux, c'est eux qui ramènent le sang au tissu et organe. On est d'accord? Soit ils ramènent, soit ils récupèrent. On est d'accord? Le système circulatoire, c'est lui qui ramène les nutriments et les métabolites et qui récupère les déchets et le CO2. On est d'accord? Mais n'oubliez pas qu'eux-mêmes, ils sont richement vascularisés pour qu'ils soient nourris. Donc, d'où proviennent les vasa vasorum? C'est des ramifications des artères précédentes, des vaisseaux précédents. Donc, à un moment donné, il y a une double circulation. Il y a une circulation, ceux qui vont ramener l'oxygène au tissu considéré, c'est des vaisseaux nourriciers, et les autres, ils vont jouer un rôle pour les vaisseaux, ils vont aussi jouer un rôle nourricier, mais du vaisseau lui-même qui ramène du sang pour le tissu. Parce que s'il n'est pas, lui, alimenté en oxygène, il va mourir, il ne pourra pas alimenter le tissu donné. Est-ce que vous avez compris ce que je raconte? Oui. Très bien. Voilà, parce que je me suis rappelé de ça. Et en fait, pour le corpuscule de Malpighi, je veux juste vous rajouter une chose, c'est qu'au niveau du corpuscule de Malpighi, le système porte-artériel, ça s'appelle la circulation, la microcirculation artérielle. C'est la microcirculation artérielle. Et la circulation générale, elle est à côté. Elle se fait dans les parages, à côté. Et quand je vais faire le parenchyme rénal, rappelez-moi cette question, je vais développer ce point-là. Inch'Allah. D'accord. Voilà, ok. Allez, on continue. Donc, le système lymphatique, les vaisseaux lymphatiques. Donc, regardez le système lymphatique, comment il se distribue en réseau de vaisseaux lymphatiques. Et au niveau des vaisseaux lymphatiques, on trouve implantés des petits micro-organes qu'on appelle les ganglions ou les nœuds lymphatiques. On en a une affaire
500 à peu près quand il n'y a pas infection, qui sont donc subdivisés dans tout le système lymphatique, au niveau surtout des sinus, au niveau des points d'intersection au niveau du corps, le cou, les aisselles, les épaules, au niveau du thorax, de l'abdomen, au niveau aussi donc des intersections des membres inférieurs et des membres supérieurs. Donc là, c'est le système lymphatique. Et en ce qui concerne les vaisseaux lymphatiques, ce qu'il a eu de savoir en histologie, juste parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails, ce sera de l'immunologie sinon. Donc la lymphe, elle circule donc dans un ensemble de conduits vasculaires qu'on appelle les vaisseaux lymphatiques. Et je vous l'ai déjà dit, la lymphe, elle ne présente pas une pompe qui va pomper la lymphe, tout comme celle qui pompe le sang, le cœur, mais la lymphe, elle circule de façon assez lente au niveau du corps. Et ce qui permet donc les mouvements de la lymphe, c'est bel et bien les mouvements de la respiration du diaphragme, l'inspiration, l'expiration, la vasoconstriction et la vasodilatation des vaisseaux sanguins, artériels et veineux. Et c'est les mouvements du corps aussi qui permettent le mouvement de la lymphe, qui se fait de façon beaucoup plus lente que celle du sang. Et le système vasculaire lymphatique, il va drainer donc cette lymphe qui va prendre naissance. La lymphe, c'est le liquide interstitiel qui naît au niveau des espaces conjonctifs, des tissus et des organes. Et donc, le système lymphatique, il va drainer ce liquide interstitiel, ces tissus et organes, par le biais d'un système vasculaire spécifique qu'on appelle le système vasculaire lymphatique. Et ces segments vasculaires vont se réunir pour constituer le système lymphatique dans sa totalité et via un système de vaisseaux sanguins dont la structure histologique est similaire à celle des veines de notre corps. D'où le fait qu'on emploie la terminologie, les termes techniques pour la veinule lymphatique. On peut, pour le petit vaisseau lymphatique, on l'appelle capillaire lymphatique par analogie au capillaire sanguin, mais pour le petit vaisseau qui va venir juste après le capillaire lymphatique, on ne dira pas artériole lymphatique, c'est faux, on dira veinule lymphatique, parce que déjà le cheminement de la lymphe, il se fait dans le même sens que celui du sang veineux. Et cette lymphe, elle va rejoindre la circulation veineuse au niveau des grands troncs lymphatiques qui va être déversé dans la circulation générale. D'accord ? Donc, il y a une similitude par rapport à la structure, dans la structure histologique des vaisseaux lymphatiques par rapport au système veineux. Et d'ailleurs, les vaisseaux lymphatiques de grand calibre présentent également des valvules qui permettent donc d'empêcher le reflux de la lymphe vers le bas. Et on a beaucoup plus de valvules au niveau des vaisseaux lymphatiques que dans les vaisseaux sanguins pour aider ces vaisseaux à véhiculer cette lymphe pour rejoindre donc la circulation veineuse, pour être déversée dans la circulation veineuse. Et dans cette lymphe, nous avons des cellules lymphatiques, beaucoup de cellules lymphatiques du liquide interstitiel avec les cellules hématopoïétiques, des cellules immunitaires qui sont donc véhiculées par cette lymphe. Bon, ce n'est pas de la physiologie, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Ce qu'il a eu de savoir, c'est qu'il y a certains tissus et certains organes qui ne présentent pas du tout de vaisseaux lymphatiques. C'est le cas des épithéliums, ils ne présentent pas de vaisseaux lymphatiques. On a aussi le cartilage qui n'est pas drainé, il n'y a pas de drainage lymphatique au niveau du cartilage. On a aussi la moelle osseuse qui ne comporte pas de vaisseaux lymphatiques. Et puis la rate qui est un organe hématopoïétique. Et le système nerveux central aussi qui ne comporte pas de lymphe. Et le placenta d'une femme enceinte qui ne comporte pas de vaisseau lymphatique. C'est moi qui vais poser, avant que vous me posiez la question, si vous voulez savoir pourquoi, faites une petite recherche aussi, pourquoi certains organes ne sont pas drainés par le système lymphatique et d'autres le sont. Et on peut débattre de cette question aussi avec les questions que je vous ai déjà posées par rapport aux veines fibro-élastiques, fibreuses, etc. OK ? Ça va, je continue?
c'est OK. Et il faut me répondre à Yaresh, parce que là, moi, OK. Allez, en ce qui concerne les vaisseaux lymphatiques, on vous dit qu'ils sont classés selon leur calibre croissant en capillaires, vénules, veines. Et pour les veines lymphatiques, on les appelle aussi troncules lymphatiques. Et les plus gros vaisseaux lymphatiques, on les appelle les troncs lymphatiques. Voilà. Très rapidement, même pas dans 2 minutes, juste un petit truc aperçu parce que c'est très simple. Donc, on va voir respectivement les différents types de vaisseaux lymphatiques. Les capillaires lymphatiques, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils sont tout juste formés d'un simple endothélium. Ils ressemblent à un capillaire sanguin avec juste un simple endothélium. Pour les vénules lymphatiques, elle est encore plus mince que celle des vénules sanguines. Elle présente une fine couche fibroélastique. Pour les veines ou les troncules lymphatiques, ils présentent une paroi qui comporte une intima faite d'un endothélium ordinaire, comme celui d'une veine sanguine, une média qui comporte quand même une gaine musculaire et élastique, donc c'est une gaine musculo-élastique, et l'adventice, qui est conjonctivo-élastique, beaucoup plus de nature conjonctive et élastique. Pour les grands troncs lymphatiques, donc les troncs lymphatiques, les plus gros vaisseaux lymphatiques, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Et il faut savoir, je l'ai déjà dit, c'est ceux-ci qui vont déboucher dans les veines sous-clavières pour ramener la lymphe à la circulation générale, pour qu'elle rejoigne la circulation veineuse. Elle présente, pour les troncs lymphatiques, ils présentent une paroi épaisse, puisque c'est les plus gros vaisseaux lymphatiques de notre corps, avec les 3 tuniques habituelles qui sont assez bien individualisées. L'intima, une média qui est conjonctivo-musculaire, avec une adventice conjonctivo-élastique. Ils sont plus. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir en ce qui concerne la structure histologique du système lymphatique par comparaison avec la structure histologique du système veineux. Les détails concernant la lymphe et tout, c'est le module d'immunologie en 3e année, Inch'Allah. Voilà, regardez comment est drainé de l'espace des tissus et organes au niveau des espaces interstitiels, naissance des capillaires lymphatiques. D'ailleurs, ils ont une extrémité bornée, mais je ne suis pas rentrée dans ces détails. Je ne vais pas rentrer dans ces détails pour le programme. Vous avez assez de notions nouvelles déjà. C'est suffisant pour vous. Vous allez revoir tout ça après. Regardez le système lymphatique en vert. Donc, drainage de la lymphe dans les espaces interstitiels. Voilà. Le réseau lymphatique. Ensuite, ça va passer dans les capillaires. Là, c'est les capillaires lymphatiques. Ils vont grossir en vénules lymphatiques, laquelle va grossir, vont grossir, s'agencer et grossir en veines lymphatiques, qu'on appelle troncules lymphatiques, lesquels vont aboutir dans les grands troncs lymphatiques qui vont rejoindre les veines sous-clavières et aboutir dans la circulation générale. Voici la paroi en coupe longitudinale d'un vaisseau lymphatique avec les valvules qui refluent la lymphe et bien sûr qui régulent localement le passage, les mouvements de la lymphe. Voilà. Valvule ouverte, une valvule fermée pour empêcher le retour de la lymphe vers le bas. C'est tout pour le système lymphatique. Voilà les différents types de vaisseaux lymphatiques avec les capillaires. Voilà, lymphatiques. Là, on a la veine ou le troncule lymphatique avec beaucoup de valvules, comparativement à une veine sanguine. Et l'agrandissement de l'image au niveau d'un troncule lymphatique, il y a beaucoup plus de matière et la paroi qui est ordinaire, un endothélium, une gaine fibromusculaire et puis une adventice conjonctivo-élastique. Voilà. C'est tout. Je pense que le développement embryonnaire, on va le laisser pour la séance prochaine. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de détails. Je vais m'attarder un petit peu. Donc, on laisse ça pour la séance prochaine. Et on va commencer avec, Inch'Allah. Voilà, il y a beaucoup de petits détails. Il va falloir qu'on fasse ça. Ce sera une séance complète. Enfin, pas une séance complète, mais je vais continuer, Inch'Allah, l'histogénèse de l'appareil cardiovasculaire. Peut-être une petite demi-heure ou 20 minutes. Et je vais entamer l'appareil respiratoire.
Inch'Allah. Ça va? Ça a été? Oui, ça va. On continue? Non, non, non. Non. Donc, c'est bon. Je vous libère pour cette séance. Merci pour votre écoute. Et pensez à faire une petite recherche pour les questions que je vous ai posées, s'il vous plaît. D'accord, Si vous madame. voulez bien qu'on débatte de ces points-là. Et la séance prochaine, on va débattre de ces points-là, si vous voulez. Mais il faut me rappeler, hein. Il faut me rappeler. Si D'accord. vous êtes intéressé, il faut me rappeler. Mais faites une D'accord. recherche. C'est pas moi qui vais répondre, c'est vous qui allez répondre aux questions. D'accord? Je vais juste vous guider. Allez, merci pour votre attention. Bonne soirée, bon week-end. Merci. Merci de